quelle stratégie pour sortir de la crise européenne, et en particulier de l'articulation plan A, plan B. Alors, je voudrais commencer par dire que la crise européenne, la crise de la zone euro, pour moi, c'est d'abord une donnée de base de l'action politique aujourd'hui en France et en Europe. Bon, comme vous savez, c'est une crise qui a fait suite à la crise financière mondiale de 2008. C'est un processus qui est à la fois financier, monétaire, économique, politique et social, donc très multidimensionnel, très complexe, et qui, en particulier, une caractéristique, c'est qu'il met en cause la cohésion très fragile, manifestement, d'un ensemble dès l'origine hétérogène, celui des pays de la zone euro, qui a évolué, qui a bougé dans le temps, bien sûr. Cette crise, premier constat, elle n'a pas cessé de susciter divers projets de changement concernant les institutions européennes et la zone elle-même, plus ou moins radicaux, allant du plus conformiste et du plus institutionnel. Alors, je vais citer par exemple le rapport des 5 présidents en 2015, à toute une série d'appels émanant de divers groupes d'économistes en particulier, d'experts, mais pas seulement. Je pense par exemple le Giniker Gruppe en Allemagne en 2014, je pense à l'appel pour une union politique de l'Europe autour de Piketty en France, je pense à, et je vais y revenir, à la modeste proposition de Varoufakis et Galbraith promue depuis 2011 dans le contexte de la crise grecque, le rapport du Parlement européen sur les activités de la Troïka coordonné par Lee Myung-nok en 2014, et cela bien sûr jusqu'à des propositions plus dissidentes, on va dire, moins conformistes, avec bien sûr les sommets internationaux du plan B depuis 2015, fin 2015, et aussi diverses propositions qui font évidemment partie du débat, pour la sortie de l'euro, comme en France, celle portée en particulier par des économistes issus de la gauche ou de gauche, Jacques Sapir, Frédéric Lordon et d'autres, et au niveau international, les intellectuels de gauche comme Tariq Ali, Stathis Skouvelakis ou d'autres. On parle dans ce cas d'ailleurs de l'exit, sorti par la gauche. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut essayer, au fond, de manière assez simple, d'anticiper les conséquences économiques et politiques concrètes qu'aurait la stratégie élaborée dans le contexte des sommets internationaux du plan B, c'est-à-dire cette stratégie plan A, plan B, une stratégie donc qui vise à sortir des traités européens d'une manière ou d'une autre, des traités européens tels qu'ils sont, mais articulant deux plans. Un plan A, c'est la désobéissance aux traités et la renégociation du cadre institutionnel de la zone euro et de l'Union européenne, et un plan B, sortie unilatérale en cas d'échec. Alors je précise d'abord que je ne suis ni économiste ni juriste, donc d'une certaine manière moins légitime, entre guillemets, en tout cas, compte tenu de la définition des compétences légitimes sur ces questions, et c'est donc en tant que sociologue, mais sociologue politique et économique, donc il y a quand même dans ces cordes la dimension économique et la dimension juridique que je vais essayer de proposer des éléments de réflexion en m'appuyant sur divers travaux récents que je peux mener, mais en soulignant bien évidemment que mon propos sera nécessairement incomplet dans la mesure où justement je ne suis ni économiste ni juriste et que je suis très attaché à la pluridisciplinarité, au concours des différentes disciplines, à la compréhension des phénomènes. Peut-être ce qui caractérise mon approche, ou disons l'approche des sociologues sur la question, c'est de penser et d'insister sur le fait qu'il faut prendre en compte au moins sur cette question trois champs, trois espaces sociaux, disons, interdépendants. Le champ de la finance, et de la finance mondialisée, très important, évidemment, dont dépend le financement au jour le jour des États, dans un contexte de très fort endettement public, d'endettement privé également, important. On parle ces jours-ci de menaces de crise obligataire et plutôt du côté privé, hein, dont dépend aussi la valeur des monnaies, j'y reviendrai. Le champ politico-institutionnel européen, avec bien sûr les gouvernements, avec l'Eurogroupe, les institutions, disons, intergouvernementales, mais aussi les deux institutions centrales que sont la BCE et la Commission européenne. Et un troisième champ sur lequel j'insiste de manière peut-être plus spécifique, qui est le champ de l'expertise économique, dans la mesure où une telle stratégie, plan A, plan B, de manière inévitable, va engendrer une intense mobilisation discursive, argumentative, rhétorique, avec toute une série de métaphores, du cataclysme, de la guerre, etc., qui vont nécessairement
se présenter, se diffuser, notamment dans les médias, qui vont être évidemment le lieu de lutte idéologique particulièrement intense. Et je précise que c'est tout particulièrement sur ce dernier point, c'est-à-dire les enjeux idéologiques et symboliques que j'ai été amené à travailler, les enjeux communicationnels, discursifs, en particulier de la crise. Peut-être ce qui fait aussi ma spécificité sur ces questions, c'est d'insister sur le fait qu'il ne faut pas tout amalgamer, c'est-à-dire d'être très attentif non seulement aux différenciations entre ces trois champs, mais à l'intérieur des champs, aux différenciations entre les acteurs institutionnels, et à l'intérieur même des institutions, aux différenciations entre les acteurs individuels. Ce qui introduit évidemment beaucoup de complexité, une approche très nécessairement multiniveau et multichamp, donc très multidimensionnelle. Voilà, alors préambule, donc je me place dans le cas, c'est une hypothèse de travail bien sûr, d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale, en tout cas au moins pour une coalition emmenée par la France insoumise, à laquelle en tout cas elle imprime ses orientations. Donc évidemment, je ne prononce pas sur la probabilité, etc. J'entre pas du tout dans cette discussion-là. En tout cas, quand on peut dire qu'il n'est pas évidemment indépendant de toute une série de changements préalables, bien évidemment, dans la société française, dans l'environnement politique, économique, idéologique, lié à la campagne électorale et sans doute à d'autres événements. Mais je passe sur cet aspect systémique. Je raisonne, voilà, un peu toute chose égale par ailleurs, c'est un peu compliqué, hein, parce que toute chose n'est évidemment pas égale par ailleurs si Jean-Luc Mélenchon l'emporte à l'élection présidentielle. Alors, la stratégie actuellement définie, elle suppose de commencer par une négociation dure, j'insiste sur l'adjectif, il est de moi, mais dur, en vue de changements institutionnels, et en cas d'échec seulement, pour l'instant c'est ce qui est en tout cas annoncé, avancé, par une sortie pure et simple de la zone euro et de l'Union européenne, si on lit bien le programme, ce qui serait dans ce deuxième cas ce qu'on appelle le Frexit, ou ce serait une variante de l'exit, puisqu'il s'agirait d'une sortie à gauche. Mais ça sera mon premier point, ma première remarque, ma première réflexion. Les changements institutionnels prennent du temps et peut-être on n'insiste pas assez sur le fait que le gouvernement il a d'abord à gérer le très court terme. Et comme on l'a vu depuis 2010, avec évidemment le cas grec, mais d'autres exemples bien sûr, le gouvernement doit composer avec des situations qui évoluent très très vite, avec des pics d'intensité et beaucoup d'imprévisibilité. Alors, souvent, je renvoie à un ouvrage de sciences politiques bien connu qui s'appelle Sociologie des crises politiques de Michel Daubry. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans une situation très fluide, hein, où les choses bougent beaucoup. Et on peut imaginer, il faut se placer dans cette situation où tout est extrêmement mouvant et doit être géré à très court terme, avant même de parler presque de négociation. Hein. Je pense qu'il y a un préalable, c'est gérer une crise. Une situation de crise financière, bancaire et monétaire. D'abord parce que l'annonce même de la stratégie, plan A, plan B, n'est évidemment pas neutre lorsqu'elle devient une hypothèse politique très crédible, hein, donc avant même les résultats électoraux. Bien évidemment, il y a des sondages, il y a tout un tas d'éléments d'information qui vont dans ce sens-là. Elle a elle-même des effets importants, et en premier lieu sur les marchés financiers. Les marchés financiers suivent évidemment l'actualité au jour le jour, et ils ont la mémoire des paroles, des annonces, des promesses, etc. Ils sont très sélectifs aussi, hein. Il y a des promesses qu'ils laissent complètement de côté parce qu'elles ne les intéressent pas, mais voilà. Donc on fait face à évidemment un mouvement de spéculation international, pas seulement national bien évidemment, et il ne suffit pas de dire contrôle des capitaux, qui serait une sorte de solution qui annihilerait la spéculation. Ça ne suffit évidemment pas, ça limite évidemment les sorties de capitaux du pays, bien évidemment, mais ça pose aussi toute une série de problèmes institutionnels. Donc qu'est-ce qui est probable? C'est une hausse des taux d'intérêt sur les titres de la dette souveraine française, bien évidemment, une panique financière plus large, de plus ou moins grande ampleur, avec l'hypothèse qui est évidemment développée dans les médias, dans la presse, d'un effondrement possible du système bancaire national, donc européen, compte tenu, je vais y revenir, de la taille du système bancaire national. Et tout particulièrement en cas de crédibilité plus forte de l'hypothèse d'une restructuration de la dette. On entre donc dans un scénario qui est assez bien connu maintenant depuis 2009-2010, fin 2009 disons, avec bien sûr la Grèce, Chypre, l'Irlande, le Portugal, d'autres pays. Il y a une nouveauté évidemment dans le scénario qui est importante et sur laquelle il faut réfléchir, c'est qu'il ne s'agit plus d'un pays périphérique qui est en situation de crise spéculative, mais un pays du centre de la zone, dont le poids économique est évidemment incomparable par rapport à celui de la Grèce en particulier. C'est un peu moins vrai si on considère l'Italie, mais qui n'a pas été soumise au même processus de mise en crise. Et les instruments et les institutions qui ont été créés depuis 2010
pour gérer la crise au jour le jour, d'une certaine manière, donc le FESF, le MESF, le MES, etc., puis la Troïka, sont complètement soit insuffisants, sous-dimensionnés, soit complètement inadaptés. La dette française, c'est 6 fois la dette grecque, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et en même temps, un tel pays ne peut pas faire défaut, et ça je pense que c'est un point très important, la menace du défaut qui a été très très importante évidemment pour la Grèce, mais qui l'est pour tous les pays et qui est à l'arrière-plan du déchaînement de la crise spéculative. Un pays comme la France ne peut pas faire défaut sans entraîner tout le monde dans sa chute, au fond. Cette métaphore est assez bonne. Et ça, c'est très important, parce que c'est aussi un atout, bien sûr, pour le gouvernement, hein, comme dans le cas des très grosses banques. Too big to fail. Elles le savent, évidemment, et le gouvernement doit le savoir, qu'il est trop gros pour que, d'une certaine manière, sa faillite soit acceptable. C'est un point très important pour la négociation, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a la menace de la sortie, mais il y a la menace de la faillite aussi, qui serait cataclysmique, qui entraînerait évidemment la zone euro, la faillite, c'est-à-dire le défaut, hein, bien sûr, de paiement, qui arrive vite, parce que si les taux d'intérêt explosent, très très vite la question se pose sur les marchés de la soutenabilité de la dette. On l'a très très bien vu avec le cas grec et avec tous les cas des pays en crise. J'ajouterais quand même un autre élément, c'est que l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement insoumis déclenche sans doute aussi une spéculation très forte contre l'euro, qui peut aussi être un atout, hein, de manière assez intéressante. Ça peut être aussi une arme dans les mains, mais c'est toujours des armes compliquées à manipuler. D'abord parce que bon, le change est fixé sur les taux de change est fixé sur les marchés, hein, et donc c'est par la parole en fait que les gouvernements peuvent éventuellement agir, mais avec des effets potentiellement dévastateurs. Donc c'est évidemment très compliqué, mais une chute de l'euro, ça peut être aussi une bonne nouvelle, parce que évidemment le gouvernement allemand, sur lequel je vais revenir dans un instant, qui va être évidemment au cœur de la négociation, il a évidemment la hantise de ça, c'est-à-dire d'une monnaie faible, une monnaie qui deviendrait faible, qui arrangerait tous les pays du Sud, hein, qui deviendrait très faible. Elle est en train de devenir assez faible d'ailleurs, en ce moment, hein, mais là ça accélérerait évidemment. En tout cas, c'est une des hypothèses sur lesquelles on peut réfléchir. Il y en a d'autres, hein, je ne sais pas du tout limitatif. Alors, de plus, évidemment, le gouvernement refuse une solution à la grecque, c'est-à-dire se lancer dans une politique de déflation. C'est son principe, c'est sa position, déflation salariale, austérité budgétaire, et ses représentants ont donc annoncé qu'ils étaient prêts à désobéir au traité. La notion de désobéissance me semble très importante. Ça signifie qu'ils engagent très vite un rapport de force institutionnel dur. Je vais revenir sur le timing, le tempo de tout ça. À mon sens, la négociation doit arriver tout de suite, parce qu'ils doivent en même temps gérer une crise financière. Et donc c'est évidemment, sans compter qu'il y a d'autres projets, évidemment, en particulier, bien sûr, une 6ème République, etc., qui sont aussi de très grande ampleur, donc qui supposent des changements non très importants. Donc gérer tout ça en même temps, c'est assez compliqué. Alors, on a vu avec l'exemple grec, je vais insister sur ce point parce que ça me paraît un point important sur lequel on ne réfléchit pas assez, je pense, disons dans les contextes électoraux, c'est qu'il faut quand même une préparation et une équipe solide, et si possible des soutiens internationaux diversifiés. On l'a très bien vu avec le cas grec, ou des soutiens internationaux assez diversifiés. Je pense à Galbraith, je pense à tout un tas d'économistes internationaux qui ont finalement quand même pas mal soutenu certaines des positions de Varoufakis et du gouvernement grec. Ça n'a pas suffi, en dépit des effets que ça a pu avoir en termes de communication et de mise en cause et de critique et de contestation de la politique des institutions européennes. Cet enjeu de la communication, il se pose quand même de façon assez différente dans le contexte électoral, préélectoral, et dans le contexte des affaires. Il faut le souligner, même si je pense que l'un des enjeux, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire de ne pas mentir, justement, de ne pas annoncer les choses qu'on ne pourra pas faire, dont on sait qu'on ne sera pas capable de les mener à bien. Donc je pense que le réalisme, pendant une période de campagne, est très très important, et donc ce type d'exercice, je pense, il est quand même utile. Alors, donc la crise implique des décisions rapides, pas seulement de la part du gouvernement, mais aussi de l'ensemble des institutions de la gouvernance de la zone. Et là, je voulais insister sur le fait que, du fait de leur impact plus global sur les marchés et l'ensemble du système monétaire et financier, les décisions du gouvernement, elles suscitent immédiatement, évidemment, des réactions des autres acteurs. C'est un jeu d'action et de réaction. Il ne faut pas penser les choses il n'y a pas d'action unilatérale possible dans une certaine mesure. On est tout de suite dans un système d'interaction. On est tout de suite dans un système dans lequel tous les acteurs sont mobilisés et agissent. Et donc il faut chercher à anticiper comment vont agir les autres institutions et les autres acteurs. Bon,
très difficile, hein, évidemment, c'est un exercice extrêmement difficile, mais on peut imaginer, bon, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est en charge de la stabilité de la monnaie, de la supervision du système bancaire, elle ne va pas cesser d'agir simplement dans l'attente de décisions, hein. Elle agit en permanence, et en particulier, elle ne va pas laisser la valeur de la monnaie s'effondrer, elle va donc relever les taux d'intérêt, vraisemblablement, elle va enclencher toute une série d'actions auxquelles il faut se préparer. Elle ne peut pas non plus laisser se développer un discours sur la restructuration de la dette sans se positionner, sans communiquer. Ça fait partie de ses attributions. Elle peut émettre des recommandations. Elle a toute une série de prérogatives prévues par les traités qui lui permettent d'agir, vite, sous différents modes et sur différents fronts. Et d'agir par la communication aussi, c'est très important. Tous ces acteurs communiquent immédiatement. Et il en est de même, bien sûr, du côté de la Commission. C'est une évidence que la Commission laisse pas les choses se faire comme ça, elle agit immédiatement, elle est en charge de procédures aujourd'hui de surveillance extrêmement tatillonnes, donc le moindre petit dérapage, la moindre petite menace de sortie du cadre suscite sa réaction, c'est évident. Et d'où la nécessité, je vais vraiment insister sur ce point pour conclure peut-être sur cette première partie, où on est déjà d'une certaine manière un peu dans la négociation. Il me semble qu'il faut se demander ici jusqu'où le gouvernement peut aller dans l'hétérodoxie et dans les annonces, avant de passer au plan B, sans sacrifier les objectifs spécifiques du plan A. Je pense que c'est ça la vraie question. Parler de sortie des traités, c'est déjà évidemment aller très loin, d'un certain point de vue. C'est une position dure, très dure. Qu'est-ce que ça va signifier dans la négociation? Prendre la décision de mettre la Banque de France au service des nouveaux objectifs. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas réquisitionner la Banque de France dans la phase du plan A. On n'en est pas tout à fait là, parce que réquisitionner la Banque de France, pour moi, veut dire sortir complètement des traités. Enfin, c'est évident que ça n'a d'une certaine manière pas de sens dans le cadre des traités. C'est désobéir dans une certaine mesure, mais avec quand même l'idée de négocier, au service d'objectifs pour la négociation. Il ne faut jamais perdre ça de vue. D'où la question du contenu de ces objectifs. Ce sont des décisions qui, évidemment, sortent du cadre des traités, bien sûr, puisqu'il s'agit de désobéir pour peser sur la négociation, mais elles vont donc être remises en cause juridiquement. Donc ça suppose évidemment de se préparer aussi sur le terrain du droit, bien évidemment. Et d'une certaine manière, ce que je voulais dire ici, peut-être c'est pas complètement clair, c'est qu'on ne peut pas penser ces décisions comme un préalable à la négociation, puisqu'au fond elles sont un élément, elles sont une composante de la négociation. Elles entrent dans la négociation. C'est des instruments de négociation, d'une certaine manière, c'est des menaces. Il faut les voir comme ça. J'en conclus, pour ma part, que le plan A implique une négociation donc institutionnelle et intergouvernementale immédiate. Elle ne peut pas être différée, et elle a comme arrière-plan permanent le plan B et tout un tas d'autres menaces immédiates, hein, qui ne sont pas le plan B, mais qui sont certains éléments, je parlais de forme de prise de contrôle de la Banque de France qui ne serait pas la réquisition à proprement parler, le terme d'ailleurs lui-même est un peu compliqué, et évidemment la question par exemple du recours au référendum se pose aussi. Évidemment il me paraît logique qu'il y ait un référendum à la suite de l'aboutissement de la négociation, mais faut-il qu'il y en ait avant? Dans quelle mesure ça favorise ou pas la négociation? C'est des questions quand même très difficiles sur lesquelles je pense qu'il faut réfléchir. Voilà, je voulais évoquer ce qui me paraissait une idée qu'on peut soumettre, c'est de s'appuyer sur l'expérience des propositions qu'ont faites dans le contexte de négociation Varoufakis et Galbraith, qui remontaient à 2011, hein, c'est des propositions anciennes, les fameuses propositions, les modestes propositions là, sur lesquelles ils sont revenus à beaucoup de reprises, sur lesquelles je ne vais pas revenir, ça serait trop long. Enfin, je veux juste rappeler qu'il y avait la création d'une véritable union bancaire, mais pas seulement un rôle de surveillance, mais aussi un rôle de soutien direct à l'échelle de la zone euro. Il y avait un mécanisme de conversion de la dette sur lequel je passe, mais il y avait aussi un programme d'investissement financé par la BEI. C'était des propositions qui avaient un intérêt, c'était qu'elles ne supposaient pas de changement constitutionnel pour être rapidement mises en œuvre. C'est comme ça que Yanis Varoufakis les développait, les argumentait, et c'était, je pense, assez habile de les présenter comme justement des choses modestes finalement qui supposaient un accord intergouvernemental préalablement à des changements plus à fond. On peut se demander, elles étaient modestes, mais elles n'ont évidemment pas été suivies d'effet, elles n'ont pas réussi, ne sont pas parvenues à les mettre sur l'agenda de l'Eurogroupe, on a bien vu, pour des raisons
sur lesquels je ne vais pas revenir, mais parmi lesquels il y a évidemment la faiblesse de la Grèce dans le système, dans la zone euro, dans le système européen plus largement, faiblesse économique et politique, qui n'était pas compensée par la qualité des propositions et la qualité de l'argumentation. Donc on voit bien que la force des idées vraies, ça n'existe pas. Il ne suffit pas d'avoir une très bonne argumentation et des propositions modestes qui paraissent très convaincantes. C'était à mon avis le cas des propositions faites par Varoufakis. Elles ont évolué dans le temps, je n'entre pas du tout dans le détail, mais ça n'a pas suffi. Ceci dit, il y a quand même une leçon à retirer de tout ça, c'est que des propositions modestes, une stratégie qui vise à légitimer, à faire légitimer des propositions de changement par la communauté scientifique internationale. Varoufakis a une sorte de blanc-seing, de Stiglitz, un certain nombre d'acteurs importants de la science économique internationale. C'est une façon d'accumuler ce que j'appelle du capital, enfin ce qu'on appelle, sociologue, du capital symbolique. Et le capital symbolique, c'est important aussi dans une négociation. Peser symboliquement. C'est d'autant plus important que, je vous rappelle, il y a une campagne médiatique en parallèle qui ne cesse pas, qui est évidemment très intense, une campagne idéologique très dure, venant en particulier des forces médiatiques dominantes, avec des émissions de télévision apocalyptiques. S'il n'y a pas d'images de bank run, on peut les créer, les images. On le sait très bien aujourd'hui. Et puis elles circulent sur Internet. Enfin, on sait aujourd'hui que voilà, tout est possible en termes de communication aujourd'hui. Des éditoriaux enflammés, bien sûr, avec des espèces de rhétorique de l'effondrement, et puis des campagnes de dénigrement systématique qui ont évidemment commencé pendant la campagne électorale. Donc là, c'est quelque chose auquel théoriquement un gouvernement est prêt, parce que s'il arrive aux affaires, c'est qu'il a surmonté quand même un processus de sélection qui est quand même extrêmement difficile, qui est celui d'une campagne électorale. Donc on est en fait déjà dans la discussion sur le plan 1, avec une négociation de court terme préalable au fond à la négociation sur le cadre institutionnel. C'est ça que je voulais dire ici. Et j'en viens à un deuxième point qui est donc le cœur de la négociation qui doit être à mon avis serrée, mais surtout peut-être se concentrer, et c'est sans doute une des difficultés, sur les principaux verrous du système actuel, et peut-être, plus que ce n'est le cas aujourd'hui, hiérarchiser les objectifs. Et ça c'est très difficile parce que ça suppose un consensus politique, et c'est évidemment un gros enjeu, mais je pense très important, pour être assez clair, parce qu'on ne peut pas simplement rester discrétionnaire, c'est pas possible. On ne peut pas dire on va négocier sur une base très floue. Enfin, à mon avis, c'est pas complètement acceptable d'un point de vue démocratique pour les citoyens. Alors, je sais bien qu'une campagne électorale, c'est pas seulement l'explicitation de tout ce qu'on va faire de manière extrêmement détaillée, mais je pense qu'il y a là quand même un enjeu très important. Alors, la négociation première, elle devrait avoir lieu, je pense, avec le gouvernement allemand, mais c'est dit quasi explicitement dans le programme, même si évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Commission, la BCE, mais aussi le Parlement d'ailleurs, vont être partie prenante d'un système de négociation en fait plus complexe et plus global. On sait aujourd'hui que ce sont les positions les plus intransigeantes au sein du gouvernement allemand, celle de Schäuble en particulier. Là, on a toute l'expérience de Varoufakis et de la Grèce, qui maintiennent de manière extrêmement dogmatique l'étau de l'austérité sans fin, avec des alliés qu'il faut identifier dans chaque institution. C'est compliqué. Au sein de la BCE, il y en a, c'est plutôt les Allemands, c'est plutôt la Bundesbank en l'occurrence, pas tous les Allemands. C'est assez complexe on n'a pas les minutes, on ne sait pas exactement qui dit quoi pendant les réunions de la BCE, enfin du Conseil des gouverneurs. Certains acteurs assez dogmatiques, le président social-démocrate de l'Eurogroupe, Michel Blum, qui fait partie plutôt des dogmatiques, le directeur général du MES, Klaus Regling, plutôt partie des faucons, entre guillemets, budgétaires et monétaires. Puis il y a tout un ensemble d'acteurs plus opportunistes et ou conformistes. Ils sont tellement nombreux que d'ailleurs, je ne vais même pas en citer parce qu'il y en a trop. Alors qu'est-ce qui se passe en mai-juin 2017 sauf évidemment événements fait probabilité. Angela Merkel et Wolfgang Schäuble sont toujours au pouvoir avec le SPD. Ils sont sous la pression de Alternative für Deutschland. Dans le contexte préélectoral, la partie va être extrêmement difficile parce qu'ils sont en campagne. Ils sont dans une situation vraiment complexe. Tout le monde est en campagne dans le gouvernement. Le SPD, voilà, c'est une situation vraiment difficile et donc dans laquelle il faut vraiment identifier les positions, les alliés potentiels dans la négociation. Enfin, je pense que tout ça est vraiment très subtil. Et on peut imaginer par exemple un Schäuble qui, lui, pousse, comme on l'a vu, alors c'est vrai que c'est une anticipation peut-être très naïve sur la base de ce qui s'est passé avec la Grèce, mais malgré tout, on est amené à faire des choses comme ça, lui a poussé à une forme de plan B, puisque bon, c'est ce qu'il voulait d'une certaine manière pour la Grèce. Ça s'appelait pas comme ça, c'était simplement la pousser à la sortie. Voir un démantèlement de la zone euro, c'est pas exclu que sous la pression
concurrentielle de l'AfD dans les sondages, dans le contexte électoral, sur des thématiques qui ne sont pas seulement celles de l'union monétaire, bien évidemment, qui sont avant tout la question des réfugiés, etc. Il y a un durcissement à droite d'une partie, alors la CSU c'est déjà beaucoup durci, mais y compris sur les questions monétaires. Je rappelle que l'AfD a été créée non pas sur la question des réfugiés, mais bien sur la question de l'euro et de la Banque Centrale Européenne. C'est un parti qui, au départ, est un parti de juristes et d'économistes qui protestent contre cette Banque Centrale Européenne hétérodoxe qui mène une politique qui n'est pas conforme au traité. Ils font d'ailleurs en recours, enfin, vous connaissez l'histoire. Alors, j'en viens donc au verrou de la négociation, enfin du système actuel, au fond, que la négociation devrait se donner, à mon sens, comme objectif de lever très vite, et se concentrer sur ces éléments peut-être les plus importants. Et là, finalement, ça suit quand même assez bien l'ordre du programme actuel, d'une certaine manière, mais l'idée, c'est quand même de hiérarchiser, peut-être de faire ressortir ce qui est le plus important. Il me semble qu'il y a une priorité qui est évidemment de desserrer l'étau de l'austérité. Et donc, à mon sens, en finir avec la notion de déficit excessif, en finir avec le protocole sur les critères de convergence, avec les critères de convergence, avec les valeurs de référence, etc. Alors évidemment, dans une négociation, non, on veut garder des valeurs de référence. Peut-être que, voilà, un aspect de la négociation, ça va être de... je ne sais pas, des valeurs de référence pour les déficits budgétaires qui sont de 10-15%, voilà, évidemment ça va être difficile à négocier avec Wolfgang Schäuble. Mais on peut imaginer, voilà, on a tellement naturalisé ces bornes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun fondement dans la théorie économique, que l'idée de négocier dessus, il faut y réfléchir, je pense, c'est un point, ne serait-ce que pour débloquer l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens. Sur ces questions. Mais évidemment, l'idéal, et l'objectif sans doute, doit être d'en finir avec ce cadre budgétaire. Simplement, on voit mal comment un gouvernement allemand, dans le contexte que je viens de dire, accepterait de les laisser tomber purement et simplement. Donc il va falloir évidemment le faire fléchir et se fixer des objectifs clairs. Et évidemment dire à partir de quel moment on considère qu'on a atteint des objectifs. C'est sans doute ça la vraie difficulté, en fait. C'est d'arriver à formaliser, expliciter le moment où on considère que des objectifs minimaux sont... Évidemment, c'est une espèce de vision hyper réaliste que je développe là, j'en suis complètement conscient, c'est très désenchanteur, mais en même temps, je pense que c'est ce qu'il faut à un moment aussi s'imposer comme exercice, y compris dans le contexte d'une campagne électorale où on va très vite s'enflammer. Il y a une formule, par exemple, que je trouve intéressante et évidemment que je partage, mettre au pas la finance, mais il ne suffit pas de dire mettre au pas la finance. Mettre au pas, c'est une métaphore, ça veut dire quoi concrètement? Quel dispositif on utilise pour mettre au pas la finance? Et c'est vrai que le discours politique utilise beaucoup ce type de métaphores et que les métaphores, une fois qu'on est aux affaires, dans l'action publique, elles sont peut-être parfois un peu moins opérantes. Donc l'enjeu, c'est vraiment de permettre à nouveau aux États de mener des politiques contracycliques, donc desserrer les taux, cela dans un contexte de besoins environnementaux, sociaux, qui sont colossaux à l'échelle de la zone euro et sur lesquels, je pense, beaucoup de citoyens sont conscients qu'il y a d'énormes besoins et sur lesquels il est donc très important d'aboutir à ce résultat, c'est-à-dire en finir avec l'austérité institutionnalisée. C'est une rupture radicale dans la construction européenne, si on parvient à ça, en particulier dans l'UEM, dans la construction économique et monétaire, puisqu'elle n'a cessé jusqu'à présent de renforcer le système de contrôle budgétaire pour compenser cette espèce de défaut constitutif, d'asymétrie constitutive de la zone euro. Et de toute évidence, ça ne marche pas. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. On voit bien catastrophique au niveau macroéconomique, catastrophique au niveau social. On voit bien les conséquences que cela entraîne. Voilà. Donc évidemment, le TSCG, on n'en parle plus. Je pense que ça, c'est un objectif de négociation. C'est évidemment de faire sauter toutes ces règles et ces dispositifs de sanctions et de contrôle qui se sont accentués. Quelle marge de manœuvre on se donne, parce que le rapport de force n'est quand même pas totalement favorable au gouvernement insoumis face au gouvernement allemand. Voilà, il faut, là encore, si on raisonne en termes de rapport de force, se faire une idée de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Je pense qu'un des objectifs liés est la possibilité de relance budgétaire à l'échelle européenne, et on voit bien que c'était là-dessus qu'une des trois propositions de
de Varoufakis et Galbraith, c'était centré, c'était celle qui le mettait le plus en avant, et qu'évidemment elle doit même, je pense, être mobilisée dans la mesure où elle aurait sans doute, et c'était peut-être une des raisons pour lesquelles j'insistais particulièrement sur ce secteur-là et cette dimension-là de l'action publique européenne en premier lieu, le consensus parmi les économistes, les experts internationaux, y compris américains, serait relativement fort là-dessus. Voilà. L'idée qu'aujourd'hui l'Europe a vraiment besoin d'une relance budgétaire, c'est quelque chose qui va parfois recueillir l'assentiment d'économistes qu'on classerait très orthodoxes, ou voire néolibéraux, mais qui voient bien que dans le contexte actuel, la politique menée est désastreuse. Et désastreuse, ne serait-ce que par toutes les conséquences qu'elle entraîne. Donc ça, c'était le premier verrou. Le deuxième verrou, c'est bien sûr la BCE. Je pense que c'est vraiment fondamental. Ce sont les deux plus gros, c'est pas les seuls, hein, bien évidemment. Je veux surtout pas dire qu'il faut se contenter de ça, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais l'idée que je voulais faire passer ici, c'était qu'il fallait sans doute hiérarchiser, et que mettre d'abord l'accent sur la question de l'austérité me paraît fondamentale, et la question du contrôle budgétaire, disons, la question des budgets nationaux est vraiment fondamentale. Le deuxième point, c'est évidemment la BCE et le SEBC. Alors, évidemment, la BCE, vue d'une partie des politiques allemands à droite, elle est déjà sortie des traités, en fait. C'est la première désobéissante, en fait. C'est elle qui a vraiment la première mis en œuvre une forme de plan B, enfin de plan A en tout cas, plan A de désobéissance, si vous voulez. Ça, c'est quand même intéressant de voir que c'est comme ça que les choses sont vues par un certain nombre d'acteurs de la Bundesbank, d'acteurs du champ politique allemand, Alternative für Deutschland, etc. Considèrent que cette BCE est sortie vraiment des clous, hein. Elle est sortie du cadre des traités. Très important. Ceci dit, on n'est pas à l'abri d'un nouveau durcissement doctrinal et pratique, on l'a vu avec le cas grec, hein, avec l'émission de la Troïka plus largement, où la BCE n'a pas été particulièrement plus humaniste que les deux autres acteurs. Elle est capable de, évidemment, limiter l'accès des banques au financement, elle est capable de mettre en place une hausse rapide des taux directeurs pour contrer une situation qu'elle juge de laxisme budgétaire qui contredit sa doctrine. Elle a aussi une doctrine qui est aussi pour une part figée dans les traités. C'est vraiment très complexe. Il faut donc changer le cadre constitutionnel de la Banque centrale, en redéfinir les objectifs. Donc effectivement, les objectifs ici de la négociation sont très ambitieux, mais là, comme précédemment, je pense qu'il faut se tenir à des objectifs suffisamment ambitieux, sans quoi, évidemment, le résultat va être très décevant. Supprimer bien sûr l'interdiction qui lui est faite de prêter directement aux États, même si elle a quand même trouvé dans le contexte de la crise les moyens, d'une certaine manière, de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort, de planche à billets, comme on dit, en finalement adoptant un quantitative easing qui ressemble grosso modo à la politique de la Fed et des autres banques centrales, hein, au final. Alors, tout en mettant, et là encore, l'idée c'est de viser au soutien des experts internationaux qui se sont beaucoup prononcés là-dessus, d'économistes assez modérés, pas tous critiques et radicaux. C'est l'importance de la transparence, de l'accountability, de la démocratie, la démocratisation de la Banque centrale est un thème potentiellement c'est un levier dans cette négociation, et c'est un objectif sur lequel il faut, je pense, être assez précis, y compris peut-être avec des choses qui ne sont pas évidemment sans doute trop précises et trop détaillées pour entrer dans des programmes, mais pas évoquer, c'est la composition des instances de gouvernance qui sont à la fois très masculines, composées essentiellement d'économistes, enfin, pour toute une série, selon toute une série de critères. Elles sont pas du tout, d'une certaine manière, représentatives démocratiquement, et c'est un problème parce qu'elles ont en charge la gestion d'un bien commun qui est la monnaie. Voilà. Là encore, donc, j'insiste sur la recherche de soutien et d'appui interne et externe. C'est compliqué parce que quels appuis trouver à la Banque centrale européenne, ça va être compliqué, mais sur certains domaines, je pense qu'il est important, voilà, d'avoir des points d'appui. Alors, je parle surtout du Conseil des gouverneurs, au niveau de l'exécutif, évidemment, dans les services, au département de la recherche, etc. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus, disons, diversifié. La Banque centrale européenne, par exemple, il y a un syndicat de la Banque centrale européenne, IPSO, qui est assez important, dans lequel il y a des économistes qui
aujourd'hui n'ont pas peur de mettre en cause, en tout cas de discuter, disons, de la politique de la banque, ce qui n'était pas le cas au début, où on s'en tenait à des considérations corporatistes. Donc c'est important quand même d'utiliser ces points d'appui. Et là encore, peut-être éviter de donner le sentiment de vouloir tout de suite, très vite, une rupture institutionnelle très brutale, par une rhétorique très, très dure, très volontaire, qui est évidemment qu'il faut avoir, parce que dans un contexte en particulier de construction d'un mouvement et de mobilisation des citoyens, il faut être volontariste, bien évidemment, mais disons que commencer une négociation en disant qu'on casse tout, ou qu'on remet en cause de A à Z l'ensemble du cadre institutionnel existant paraît délicat. C'est-à-dire il faut sans doute mesurer et peser ce qui est susceptible de trouver un minimum d'accord avec certains des partenaires de la négociation, du côté du gouvernement allemand et du côté des institutions, commission et... sur à peu près tous les sujets, il y a des acteurs qui sont susceptibles de soutenir. Donc, la question, c'est de les trouver et c'est de leur donner le moyen de s'exprimer. La catastrophe serait d'avoir très vite un bank run, et c'est un peu le risque auquel ont été confrontés les Grecs, c'est-à-dire une négociation qui est en fait pliée parce que la situation est tellement peu contrôlable et tellement contrainte, en fait, qu'on n'a plus de marge du tout. Bon, c'était pour moi que les deux premiers grands points de la négociation. Donc, chaque élément de négociation suscite beaucoup de questions. C'était aussi une façon de montrer que, voilà, je pense que chaque point doit donner lieu à des réflexions spécifiques. Et puis l'architecture d'ensemble, ou la hiérarchie d'ensemble des objectifs, et leur articulation, parce qu'ils n'ont pas tous, sans doute, la même importance stratégique. Dans une négociation, voilà, il y a des éléments qu'on veut faire passer avant, d'autres qu'on... Voilà, et on est obligé de les hiérarchiser un minimum avant la négociation, et donc dans le contexte actuel d'élaboration d'un programme. Mais il y a évidemment bien d'autres éléments très importants dans le programme, la fin de la politique de libéralisation des services publics, évidemment fondamentale, et elle n'est pas négociable d'une certaine manière, il y a des aspects qui ne sont pas négociables dans la négociation. Sur la fin des politiques de libre-échange, là aussi, je pense qu'il y a un aspect d'objectif important, et là encore, se pose la question de où on détermine qu'on a atteint des objectifs ou pas, quoi. Voilà, donc j'insiste au fond surtout sur la nécessité de hiérarchiser les objectifs, de définir un socle minimal de ce sur quoi on ne pourra pas céder de toute façon. Alors qu'est-ce qui se passe si la négociation échoue bah, voilà, on va très vite vers le plan B, donc là je vais y venir. Ou si on obtient un accord qui est désastreux, ou en tout cas qui est très en retrait par rapport à ce qui est une des probabilités les plus élevées, enfin un des événements à la probabilité la plus élevée. Alors la question, c'est quand on considère qu'on a échoué, voilà, et quand on considère que voilà, c'est pas une question, c'est une question politique essentielle. C'est pas une question légère, sauf évidemment si on prend pas le plan A au sérieux. Mais je pense qu'il faut prendre le plan A au sérieux. Il faut vraiment vouloir la réussite de ce plan A. Pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir à propos du plan B. Voilà. Et c'est toute la question de l'articulation entre les deux. Je ne dis pas que le plan A est beaucoup plus facile que le plan B et qu'il résout beaucoup de problèmes, mais dans l'articulation, dans la bascule, je pense qu'il est très important qu'il y ait d'abord le plan A, quoi. Voilà. Et je vais essayer de me justifier sur ce point. Donc, une question fondamentale pour la stratégie, c'est bien celle de la bascule plan A, plan B. C'est à quel moment on considère qu'il n'y a pas d'autre solution que le plan B. J'ai trouvé que la stratégie plan A, plan B, aujourd'hui, elle était un peu reprise depuis notamment un texte de septembre 2016 par Varoufakis, qui parle de désobéissance interne à la zone euro et à l'Union européenne, comme stratégie différente de l'exit et différente de l'intégration plus poussée. Simplement, lui, il considère que c'est au fond, ce sont les institutions qui vont finalement décider du plan B quand elles verront les yeux dans les yeux, il dit ça comme ça, les yeux dans les yeux que le négociateur est prêt à aller jusqu'au plan B. Voilà, c'est une différence de sensibilité, c'est-à-dire on n'annonce pas trop, mais on laisse entendre qu'on est prêt à y aller. Il ne parle pas de plan B, bien sûr, il n'utilise pas cette expression. Mais ça m'a paru intéressant comme petite nuance stratégique, parce que bon, voilà, il faut, je pense, réfléchir à un point qui est le risque de trop mettre l'accent sur les modalités concrètes du plan B, qui pourrait affaiblir au fond le plan A. C'est une façon d'affaiblir le discours sur le plan A, de dire voilà. Je ne dis pas que c'est le cas d'ailleurs dans le programme actuel, mais il y a un risque en tout cas d'aller vers ça.
Il peut y avoir une tension. Et inversement, il y aurait un risque à ce que le plan B ne soit purement incantatoire ou rhétorique, ou une idée générale, ou une promesse, parce qu'on ne peut pas trop s'en satisfaire, et je pense que ça suppose beaucoup de confiance de la part des citoyens, etc. Et je pense qu'il ne faut pas simplement en faire un élément dans le discours, mais vraiment une stratégie pensée, raisonnable. Il faut assumer clairement qu'à un certain moment, on s'engage dans le plan B. Bon, je pense que je prêche ici des convaincus. Ceci dit, voilà, ce qui est peut-être efficace électoralement ne l'est pas forcément en termes de politique publique réelle, et les deux doivent toujours, à mon sens, être tenus ensemble. Bon, d'autant plus qu'aujourd'hui, la probabilité d'un éclatement de la zone euro est devenue plus élevée. Enfin, objectivement, elle est devenue très élevée. Enfin, là, il y a toute une série d'indices qui vont dans ce sens. Bon, premier élément, si l'idée d'un plan B est de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, et c'est effectivement le cas, en sortant là pour le coup définitivement des traités européens, en allant vers autre chose, ça ne fait pas disparaître non plus par magie toutes les interdépendances structurelles dans lesquelles sont placés les États. C'est une partie des choses que j'ai racontées, notamment le premier point sur la crise financière immédiate. Très largement, la situation est analogue en cas de plan B. Et même dans une certaine mesure, elle est pire, puisqu'il y a toute une série de dispositifs qui étaient là, qui s'effondrent. Il faut donc en créer très vite de nouveaux. De même, je pense que le plan B seul, il pose un certain problème. C'est qu'il pose le problème de l'idée d'Europe, qui est quand même encore là pour beaucoup de citoyens, y compris de gauche, comme un élément de construction de solidarité internationale, dépassant les limites des frontières nationales, etc. Et cet élément-là, il est constitutif d'une forme d'internationalisme de la gauche, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. On le voit dans un certain nombre de réticences, dès qu'on parle justement de sortie de l'euro, etc. Alors, on voit aussi que, avec l'exemple britannique, qui n'est pas l'exemple de la sortie de la zone euro, mais de la sortie de l'Union européenne, la question de la temporalité est complexe. C'est-à-dire, on se trouve devant un processus qui va être en fait très long, très très long. Un processus national qui sera beaucoup plus long qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est-à-dire, dire plan B, c'est pas dire on va faire quelque chose très vite et ça va résoudre les problèmes. C'est entrer dans un processus institutionnel qui est de toute façon nécessairement très long. Et sans doute encore plus complexe que la négociation du plan A. Voilà. Ce qui est une des raisons pour lesquelles le plan A appuie le plan B. Le plan A, par ailleurs, l'exemple britannique montre une chose, c'est que la sortie de l'Union, qui prend du temps, comme je viens de le dire, n'est pas non plus une condition suffisante pour sortir du cadre néolibéral dans le contexte de globalisation financière. Il faut quand même le rappeler. Je pense que c'est un élément à mettre au débat. Alors, le plan A fait l'hypothèse que ce n'est pas non plus une condition nécessaire, mais bon, c'est un point qui est évidemment très discuté. Je pense que c'est là-dessus que porte une grande partie des discussions aujourd'hui. Alors, peut-être pour finir, puisqu'il me reste 3 minutes, je vais insister sur 3 points qui me semblent assez fondamentaux concernant le plan B. C'est d'abord que, à mon sens, il ne peut réussir comme stratégie de sortie du néolibéralisme austéritaire qu'avec un très fort soutien populaire et une base politique très claire. C'est-à-dire pas d'alliance, même implicite, avec le Front National ou la droite souverainiste, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'économistes comme Jacques Sapir, qui d'ailleurs vient de donner une interview au journal Présent. Voilà, il en avait fait une en septembre, il vient d'en redonner une le 21 décembre. Donc voilà, il assume maintenant une position qui est une alliance, clairement, de souverainistes jusqu'au Front National et jusqu'à l'extrême droite. Ça me paraît impensable. C'est un point qui est d'ordre politique et non économique, mais qui exprime une des difficultés fondamentales du plan B, qui est au fond peut-être plus difficile à mettre en place dans de bonnes conditions au fur et à mesure qu'il devient plus crédible, sinon plus probable. L'espace politique est pour l'instant très limité pour une stratégie de sortie à gauche, donc ça va être très compliqué. Mais si on fait l'hypothèse d'une victoire de la France insoumise, on est dans un contexte très différent. Donc, on a surmonté ça. Voilà, on a surmonté ça, ça veut dire nécessairement un Front National très bas et nécessairement de ne pas être obligé de s'appuyer pour le plan B sur... on a vu dans le contexte grec, c'était compliqué. Je rappelle que voilà, Syriza a fait alliance avec une force très à droite. Voilà, ça limite les possibilités de stratégie centrée sur la seule sortie de l'euro, en tout cas, et de faire du plan B un plan A.
clairement. Ça, à mon avis, c'est rédhibitoire pour l'instant. C'est clairement rédhibitoire. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, le plan B suppose une stratégie internationale. Sommet international, plan B, je pense que le terme a été bien choisi. Il faut une stratégie internationale et internationaliste, de rediscuter, de remettre sur le chantier un projet européen et international. Peut-être qu'il ne faut pas seulement dire européen, parce que tout de suite, du côté de l'européisme complètement béat, aujourd'hui, qui est quand même de plus en plus discrédité, du fait des politiques d'austérité et des politiques néolibérales. Mais l'Europe, c'est pas que ça. Voilà, quand on lit, je sais pas, Victor Hugo et un certain nombre d'autres auteurs, l'idéal européen ne se réduit pas à ça. Et donc, on ne peut pas le faire disparaître non plus. Et donc, quelle Europe démocratique, sociale, écologique, renouant avec des idéaux humanistes, on met en place dans le cadre du plan B? Je pense que c'est très important d'avoir un discours là-dessus, avec évidemment l'idée que cette Europe-là, elle est liée à des solidarités internationales plus globales, avec le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Et puis là encore, question très concrète sur quels alliés, quels États, quelles forces politiques on peut penser cette reconstruction européenne et internationale. Comment ne pas favoriser une pure et simple dynamique de repli nationaliste généralisé avec un effondrement de toute forme de structuration à l'échelle internationale. D'ailleurs, même quand on lit de près les textes de Jacques Sapir, on voit qu'il évoque lui-même la nécessité de mettre en place de nouvelles formes de coopération européenne, y compris dans le domaine monétaire, une fois actée la sortie de la zone euro. Donc, dans tous les cas, c'est une question qui se pose, je dirais. Et ne serait-ce que du fait de l'effondrement monétaire, de la situation de crise liée à la spéculation acharnée sur les devises. Ça reste un argument valide, me semble-t-il. Troisième et dernier point, comme dans le cas du plan A, peut-être ce qui manque un peu aux propositions actuelles, c'est peut-être une description plus complète de ce qu'est l'horizon, en fait, de ce plan B, les institutions que l'on veut, parce que ce qui est vrai à l'échelle européenne l'est à l'échelle nationale aussi. Je veux dire par là, quelle banque centrale on veut? C'est quoi une banque centrale dans un contexte éco-socialiste, dans un contexte de changement social et écologique radical? Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on dit simplement elle redevient dépendante du ministère des Finances? Mais qui gère le ministère des Finances? C'est les inspecteurs des finances selon les modalités, bon, ils ont fait la même chose que ce qu'a fait ensuite la Banque de France indépendante quand ils étaient aux affaires dans un contexte qui allait vers l'UEM. Donc, et d'une certaine manière, le front austéritaire, il ne se limite pas à la Banque centrale. Il est très présent au ministère des Finances, bien évidemment, aux directions du Trésor, vous savez pas qu'en France. C'est un arc de force très, très complexe. Donc, il faut, je pense, avoir un discours aussi sur quel modèle d'institution et de société nouvelle on propose dans le contexte du plan B, qui résisterait à un contexte global qui est quand même très difficile, non seulement du fait de la globalisation financière, j'ai surtout insisté là-dessus, mais il y a évidemment d'autres contraintes, comme évidemment les contraintes plus directes et plus fortes que sont bien sûr le développement de la misère sociale, etc., et puis la crise environnementale, auquel il faut aussi faire face, trouver des institutions qui soient capables d'y faire face. Et on ne peut pas simplement dire il faut mettre en place des politiques budgétaires de relance. Enfin, je pense qu'il faut être plus précis sur comment on le fait et les objectifs. Ceci dit, bon, il y a beaucoup de choses très précises dans le programme, je ne veux pas laisser entendre que tout est très flou, hein. C'est pas du tout ce que je pense. Voilà, donc sur ces différentes questions, comme d'ailleurs sur les premières, mon temps est écoulé, vous avez compris que je n'ai pas de réponse particulière à proposer, en fait, hein, que c'était plutôt des réflexions, des suggestions, qui peuvent ensuite être soumises à la discussion, au débat démocratique. Enfin, je pense qu'on va débattre tout de suite, et c'est en fait comme ça que je conçois le rôle des chercheurs, et je vous remercie de votre attention.